Et bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1 pour une heure d'échange avec vous. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Au sommaire, la question de la Nouvelle-Calédonie après la visite d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ce déplacement signifie à vos yeux? Comment expliquez-vous la position aussi de Marine Le Pen qui, tout en ayant voté la réforme du code électoral qui a mis le feu aux poudres, estime qu'il faut la reporter et que ce n'était pas le bon moment? Encore un signe peut-être de la volonté de normalisation du Rassemblement national qui se présente comme un parti de gouvernement. C'est ce que l'on va voir avec vous. On écoutera aussi bien sûr Michel, parce que je connais votre passion pour le général de Gaulle, les mots qu'il avait employés à l'époque, en 1966, lors d'un déplacement en Nouvelle-Calédonie. Les élections européennes, c'est dans 2 semaines maintenant. Comment les grandes alliances politiques pourraient être bousculées par le scrutin du 9 juin, mais surtout quelle capacité ont les Européens à retrouver à travers leur vote une partie de leur souveraineté? Je vous pose la question dans un instant aussi, Michel. Enfin, le procureur de la Cour pénale internationale qui demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et l'un de ses ministres, mais aussi contre les chefs militaires du Hamas, cette organisation terroriste. Quelle portée cette demande revêt-elle à vos yeux? Peut-on renvoyer dos à dos un État et un groupe terroriste? Voilà l'une des nombreuses questions que j'ai à vous poser aujourd'hui, Michel. On commence, si vous le voulez bien, par la Nouvelle-Calédonie. Le président Macron, vous le savez, s'est rendu sur place avec des paroles d'apaisement, mais aussi de fermeté. Pas question pour lui de passer en force sur la loi électorale qu'il a pourtant fait voter au Sénat et à l'Assemblée. Il promet un vote des Calédoniens en cas d'accord politique général. On écoute Emmanuel Macron. J'ai pris un engagement très clair ce soir avec un processus très précisément défini. Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global. Voilà pour Emmanuel Macron. Michel, comme ça, cette visite d'Emmanuel Macron, quel caractère elle revêt à vos yeux? Il y a toujours de la psychopathologie chez lui, c'est-à-dire qu'il a vraiment l'impression qu'il guérit les écrouelles. Vous savez, comme les rois de France jadis, ils avaient l'impression qu'ils avaient la possibilité, en imposant les mains, de guérir de tel ou tel. Et là, c'est la même chose, c'est moi j'arrive, je saute dans l'avion et je vais vous parler. Il mouille la chemise en même temps. Ouais, ça veut dire quoi, mouiller la chemise pour le coup? Il va. Il lit les textes qu'on lui a écrits, il y va, mais ça veut dire quoi? Moi, je préférerais qu'il travaille, quoi. C'est cette façon de dire, je prends l'avion, j'arrive, je suis dans l'avion, je descends de l'avion, j'ai descendu l'avion, j'ai pris la voiture qui me permet d'aller là, etc., etc. Tout ça, c'est de l'occupation du terrain médiatique, c'est du temps pendant lequel il ne travaille pas. C'est précieux, le temps d'un chef de l'État, quand il est vraiment chef de l'État. Et tout ce temps consacré à la mise en scène de soi-même, et cette mise en scène qui consiste à dire « je vais vous parler ». Il fait ça depuis le début. Les gilets jaunes, les paysans, j'arrive, je parle, y compris, vous savez, le salon d'agriculture, il retrousse la manche, il enlève la veste, bon, alors on y va, et je vais vous parler. Et il embobine. Il en fume tout le monde. Et le discours est absolument insaisissable. On lui demande juste de respecter la République, on lui demande juste d'être le président de la nation, on lui demande juste de dire il y a eu des élections, c'est déjà insupportable qu'il y ait eu trois référendums, il y en a un et puis on y obéit. Qu'est-ce que c'est 3 référendums en disant peut-être qu'un 4e serait bienvenu. Et là, il va y avoir sans doute un nouveau. Ben voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vote. D'autant que c'est une occasion de réfléchir sur la question du référendum, cette aventure, parce que le référendum, tout le monde s'en moque depuis 2018, depuis le traité de Lisbonne. En 2005, une question est clairement posée et on demande aux Français s'ils veulent du traité constitutionnel. Massivement, ils disent on n'en veut pas. Et en 2018, on nous dit, président Sarkozy, président Hollande, tous les deux, Paris Match avait fait une belle couverture. Très belle couverture de Paris Match à l'époque. Vous voyez blanc-bonnet, qui disent d'accord, jouons les députés et jouons les sénateurs contre le peuple. Ah, vous avez voulu ça, mais nous, finalement, on veut autre chose. Valéry Giscard d'Estaing avait dit d'ailleurs dans Le Point à cette époque-là que finalement, on avait changé de place 2 ou 3 paragraphes pour donner l'impression que c'était autre chose, mais que c'était la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, cette façon de demander au peuple ce qu'il en pense et de dire vous ne pensez pas bien, on jette tout ça à la poubelle. Je rappelle qu'il y a eu la même chose avec le président Hollande qui, au moment de l'extension de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, avait dit on va faire un référendum. Il demande, les gens disent bah oui, continuons. C'est pas c'est pas des minoritaires, c'est ça la question. C'est pas des minoritaires qui vont faire la loi en démocratie, en République. C'est pas comme ça que ça se passe. Il dit bon, vous voudriez l'extension, mais finalement il y aura pas l'extension. Et donc il y a un moment donné où on peut ajouter les 3 référendums en Nouvelle-Calédonie. On nous dit on va choisir les électeurs pour être bien sûr du résultat. Nonobstant, il se fait qu'on se retrouve quand même avec le résultat qui n'était pas forcément attendu. On va recommencer. Puis on va recommencer. On va même jusqu'à Marine Le Pen qui dit on va recommencer dans 40 ans. Cette façon de croire que tant qu'on n'a pas obtenu
obtenu le bon résultat. C'était la même chose avec avec Maastricht et le Danemark, souvenez-vous, il y a très longtemps, en 1992. Si vous avez mal voté, on va recommencer. Le général de Gaulle, c'était un référendum, et il donne son avis, le peuple, et quand le peuple a donné son avis, on s'en va. Lui, il est parti. Il aurait même pu dire, écoutez, vous ne voulez pas de la régionalisation, je reste quand même. Il a dit, non, si vous ne voulez pas de l'idée que je présente, c'est que vous ne voulez plus de moi, je m'en vais. Eux, on leur dit, on ne veut pas de vous, ils disent, je reste. Alors justement, on va écouter le général de Gaulle, vous l'évoquez, c'était en 1966. Michel, à Nouméa, il a évoqué le destin français des Calédoniens avec fierté et reconnaissance. Écoutez ce qu'il a dit. Vous avez un rôle français à jouer dans cette partie du monde. Vous êtes un morceau de la France, vous êtes la France australe, et vous devez dans la paix, comme vous l'avez fait dans la guerre, être pour toute notre communauté nationale un exemple d'effort, de fraternité et de progrès. Fraternité et progrès. Ça, c'était les mots qu'il fallait employer. Oui, c'est tout à fait le discours à tenir si on veut rester dans le cadre de la Ve République. Si on veut une espèce de communautarisme de type américain, c'est-à-dire une espèce de démocratie contre la République, on tient le discours de Macron ou les discours de Macron. Là, il y a un discours qui est formidable. Moi, je ne suis pas un jacobin et je défends la République sur le principe du général de Gaulle, qui d'ailleurs pensait en termes de régionalisation sur la fin de son existence. Donc je pense que ça pourrait être l'occasion pour le président Macron de dire nous allons repenser un schéma français. C'est-à-dire pas seulement dire Nouvelle-Calédonie, parce qu'après il va y avoir des problèmes probablement en Martinique, en Outre-mer, voilà, et après en Guadeloupe, et puis après en Guyane. Et je comprends ces peuples qui diraient nous aussi, pourquoi pas. Après tout, si la violence ça paye, on va utiliser la violence. Il y avait là l'occasion de dire nous allons refonder vraiment un projet de société en disant voilà, là, il y a une spécificité calédonienne comme il y a une spécificité antillaise, martiniquaise, guadeloupéenne, etc. Mais corse, bretonne, savoyarde, normande, etc. Comment est-ce qu'on peut refaire une république avec justement le souci de ces peuples divers qui n'en font qu'un dans la République? C'était le discours à tenir de l'Élysée. Pas juste prendre un avion en disant j'arrive. Et puis de dire après, on nomme quelqu'un. Je ne sais pas qui, à droite, à gauche, enfin quelqu'un qui fait autorité. Je ne vais pas donner de nom. Un ancien Premier ministre, ça peut être sage, ça. Un expert. Ségolène Royal qui adorerait ne plus s'occuper des sphères australes ou je ne sais plus. Elle n'est plus ambassadrice des pôles, mais effectivement, elle tient un discours de raison. Des gens qui pourraient être là en disant on va faire ce travail, mais pas le chef de l'État qui arrive, qui retrousse sa manche, puis qui dit attendez, on va faire une bonne discussion, là, puis vous allez voir, je vais vous embobiner, et puis vous allez comprendre que je vais faire un référendum qui ne sera pas un référendum tout en étant un, si ça doit avoir lieu, mais si on retire, mais je ne retirerai pas parce que vous savez que. Et c'est ça le fond du discours de Macron. Ça godille. Michel Onfray, on a évoqué Marine Le Pen très rapidement, parce qu'effectivement, ces députés elles-mêmes ont voté le dégel de la réforme électorale, du corps électoral. Et puis après, elle a dit, mais en fait, c'était pas le bon moment. Et j'avais prévenu Gérald Darmanin, elle était invitée de CNews et Europe 1, elle nous a dit, j'avais prévenu que c'était pas le bon moment, que tous les ingrédients n'étaient pas réunis. Ça traduit quoi pour vous? Une volonté de normalisation du Rassemblement national? Déjà que Marine Le Pen a le téléphone portable de Darmanin et qu'elle l'appelle, allô Gérald, je voudrais te dire 2 ou 3 choses. Ce qui n'est pas absurde dans l'absolu. Je ne sais pas, je pense que chacun fait son travail. Quand on dirige un parti, on dirige un parti. Puis en même temps, on le dirige avec des idées qui ne changent pas au fur et à mesure. Ils ont beau jeu, moi je regarde les débats que vous faites sur CNews, mais ils ont beau jeu, tous les opposants de Marine Le Pen, de dire qu'elle a tout dit et le contraire de tout, parce que c'est assez vrai. Et là, d'un seul coup, sur quelques jours, elle nous dit une chose, puis son contraire. Alors évidemment, on voit bien qu'il y a une ligne de force, exactement comme chez Macron qui dit tout et n'importe quoi, mais il y a toujours une ligne de force, c'est d'abord l'Europe et la France ensuite, s'il en reste un peu, quoi. Et elle, c'est normalisons-nous. Et c'est le Chirac des années 70, Marine Le Pen aujourd'hui. Mais il y a un moment donné où on dit, mais est-ce qu'il y a une doctrine chez Marine Le Pen? Il y en a une chez le général de Gaulle, on vient de la voir, ce que c'est que la France, comment la France se constitue. On peut être effectivement dans la différence, dans la diversité et en même temps fabriquer une nation. Mais là, ça semble pas du tout être son propos. Donc c'est un peu problématique de voir que, je sais pas, elle a peut-être un conseiller en communication ou des spécialistes en sondage qui lui disent cette idée-là fait monter, cette idée-là fait baisser, donc choisissons l'idée qui fait monter. Qu'elle-même se dit, il vaut mieux temporiser, apaiser, plutôt que de cliver. Mais c'est pas que il faut non, moi je suis pour le clivage. Il faut que les choses soient claires. On est de droite, on est de gauche, on défend une idée ou on la défend pas, une porte est ouverte ou elle est fermée, et puis voilà.
C'est noir ou c'est blanc. Oui. On va parler un petit peu de la gauche, parce qu'il y a des personnalités qui dénonçaient des positions identitaires, défendent le droit au peuple kanak à ne pas être minoritaire chez soi. La gauche, elle est complètement divisée, en fait, sur cette question aussi. On a entendu Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, qui défendait le droit de vote des étrangers aux élections locales, demander le retrait du texte, juger normal, donc, que des citoyens français n'aient pas le droit de vote en Nouvelle-Calédonie. Ça vous paraît absurde ou pas ? Il y a des gauches, il y a plusieurs gauches, il y en a au moins 3 d'une certaine manière. On pourrait, j'ose avec vous comme ça une espèce de classification à partir de la devise de la République française. Elle est très intéressante, elle est de Robespierre d'ailleurs. Liberté, égalité, fraternité. Alors vous avez des gens pour lesquels la liberté est essentielle. C'est plutôt la droite, tant pis si l'égalité en prend un coup. Vous avez plutôt la gauche qui pense que c'est l'égalité, tant pis si la liberté en prend un coup. Et la fraternité, elle est où ? Nulle part. L'intérêt, c'est que, alors vous avez une gauche donc plutôt libertaire, vous avez une gauche plutôt autoritaire, enfin une gauche de la liberté, une gauche de l'égalité, et elle est où la gauche de la fraternité ? Et le génie de cette formule, qu'on doit, je le redis hélas, à Robespierre, c'est que ce sont 3 choses en même temps. C'est-à-dire la liberté sans l'égalité, l'égalité sans la liberté, ça ne va pas, mais en même temps, sans la fraternité, rien ne va. Qui parle de fraternité aujourd'hui ? Personne. Y a-t-il aujourd'hui une gauche fraternelle ? D'ailleurs, ça fait presque rire, ce terme. Ce n'est pas celle de M. Glucksmann. Non, lui, c'est la gauche libertaire, la gauche libérale, si vous voulez. Mélenchon, pour parler plus clairement, c'est la gauche égalitaire. Donc, Glucksmann, c'est effectivement celui qui pense en termes de totalitarisme, de droits de l'homme, etc. Enfin bon, c'est Mitterrand depuis 83. C'est exactement la même chose. Dans la raison, c'est plus neuf, c'est plus souriant, c'est plus gentil. Mais c'est très exactement ça. C'est-à-dire que c'est Macron, mais c'est aussi Hollande et que c'est aussi le Mitterrand depuis 83. Et puis Mélenchon, c'est un mélange de Georges Marchais, d'Alain Krivine. Donc l'égalité d'abord, tant pis si on doit couper des têtes. Il y a des têtes qui dépassent, on les fait sauter. Puis il y a des têtes qui sont pas en dessous, on tire dessus pour que ce soit vraiment la même hauteur de tête. Et il n'y a pas de gauche fraternelle. C'est-à-dire le souci des gens simples, des gens modestes, des gens qui crèvent la faim, des miséreux, des gens qui aujourd'hui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer. Je le dis souvent en votre présence. Des femmes divorcées, ou des hommes oui, ou des hommes ou des femmes divorcées qui retournent vivre chez leurs parents. Des gens qui sont obligés d'économiser sur les repas. Enfin, elle est où la fraternité là ? Elle n'est pas chez Glucksmann, dans la gauche libérale et libertaire. Elle n'est pas non plus chez Mélenchon, qui a beaucoup plus le souci aujourd'hui du néo-peuple. Si vous êtes effectivement kanak, si vous êtes transsexuel, porteur de flammes, ou si vous êtes olympique, je ne sais quoi. Alors là, vous avez Mélenchon pour vous, mais si vous êtes pauvre, eh bien, ces gens, souvent, vont chez Marine Le Pen et se font traiter de fascistes. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on évoque les élections européennes. On est à 2 semaines du scrutin. Le Rassemblement national reste largement en tête des intentions de vote, avec une liste Renaissance qui est très loin derrière, et un Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste qui est assez haut. Au-delà des enjeux nationaux, on voit que les alliances vont évidemment être remise en cause au niveau européen après le scrutin du 9 juin. Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, tente un rapprochement avec Marine Le Pen. Elle veut, dit-elle, tenter, tâche difficile mais fascinante, de reproduire en Europe ce qui a été fait en Italie, en unissant des partis compatibles dans leur vision, bien qu'ayant des nuances complètement différentes, et envoyer la gauche dans l'opposition. Giorgia Meloni, elle veut l'union des droites. Marine Le Pen, elle veut en fait l'union des Français, m'a-t-elle dit cette semaine sur le plateau de CNews et Europe 1. Il y a une différence entre les deux ou pas ? Oui. C'est tout ce qui distingue le général de Gaulle des autres. C'est-à-dire qu'il y a chez le général de Gaulle cette idée qu'il y a la droite, qu'il y a la gauche, mais qu'être de droite, c'est oublier la moitié de la France, être de gauche, c'est oublier l'autre moitié de la France, et que la France, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire droite et gauche, général de Gaulle disait c'est une lecture horizontale. On sait qu'elle est issue de la Révolution française, quand en 1792, il a fallu décider du destin du roi. Faut-il lui couper la tête ? Faut-il le fameux droit de veto ? On le condamne à mort, mais on ne le décapite pas. Ou ceux qui disent oui, on le décapite tout de suite du simple fait qu'il ait été roi. Et le général de Gaulle, lui, dit cette lecture horizontale, elle n'est pas bonne. Il faut une lecture verticale. Il y a la France et ceux qui n'aiment pas la France. Après, vous avez des histoires d'intendance, c'est-à-dire que, en gros, on partage les chauffeurs, les placards à balai, les bureaux, ce genre de choses qui font qu'on est obligé de fabriquer des groupes et on se dit, mais avec qui va-t-on faire un groupe ? Donc des convergences d'intérêts. Et ce sont des convergences d'intérêts. Et bien voilà, c'est ça le problème. Et après, vous dites, alors Madame Le Pen, vous n'êtes pas fasciste, encore que, mais vous l'êtes toujours. La preuve, vous vous êtes associé avec quelqu'un qui fait partie d'un parti qui, en Allemagne, a dit que dans une soirée un peu arrosée, quelqu'un qui était... Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais de cette alliance, quoi ? Plutôt que de pouvoir dire, non, on n'est pas du tout d'accord avec ce parti-là, on se dit, c'est celui avec lequel on est le moins d'accord. À chaque fois que vous faites des alliances pour des histoires de petits intérêts, quoi, véritablement, ça, peut-être, il faudrait revoir
que ça puisse être autre chose et autrement, vous êtes obligé après d'avoir des convergences idéologiques alors que vous ne les avez pas. C'est pas une bonne chose. En tout cas, Marine Le Pen, cette semaine, a clairement acté la rupture avec l'AfD allemande, dont le leader avait tenu des propos inqualifiables sur les criminels nazis, qui n'étaient pas forcément tous des criminels. Les SS. Des SS, voilà. Les SS qui n'étaient pas tous des gens méchants. Voilà, absolument. C'est terrible. Là, d'un seul coup, on se dit au revoir monsieur et au revoir merci, quoi. Voilà pour les Européennes. Vous pensez que les Européens ont un moyen de reprendre en main leur souveraineté ou pas à travers ces élections? Non, parce que la vraie question, c'est ça, justement. Voulez-vous une France souveraine dans une Europe qui serait peut-être, mais autrement et différemment, ou alors est-ce que vous voulez vraiment diluer l'Europe dans la France? Et je pense que pratiquement tous les candidats veulent diluer l'Europe dans la France. Tous? Même Marine Le Pen? Oui, simplement, elle ne sait pas trop comment le dire, elle ne veut pas trop le dire, elle veut laisser croire que non, et que, etc. Mais on ne peut pas monter sur un bateau en disant qu'on ne veut pas y aller. Si on monte sur le Titanic, on monte sur le Titanic et on sait qu'il est en train de couler. Alors si les gens veulent ça, qu'ils aillent voter, vous connaissez ma position là-dessus, ou qu'ils continuent à faire semblant de s'opposer, mais in fine, quels sont les pouvoirs véritablement? Et juste les pouvoirs que vous donneront les gens de la communauté de la Commission européenne ou de la Commission, et qui vous diront ça vous pouvez, ça vous ne pouvez pas. Donc les hommes politiques sont aux ordres. On voit bien François-Xavier Bellamy qui est plein de bonne volonté, mais en fait quand il est dans l'action, il ne choisit pas grand-chose, à la marge, quoi, ce genre de choses. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? On aurait un vrai chef d'État qui aurait vraiment un projet pour la France en disant voilà, nous avons sur les 50 ans qui suivent le projet de remettre la nation debout, de refaire une république, de profiter de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie pour dire vous allez être un laboratoire, comme la Corse aurait pu être l'occasion d'un laboratoire. On dit je parle comme elle pourrait, parlons plutôt au présent, hein, ou dans la possibilité ou dans l'hypothèse d'un futur, en disant nous allons repenser la République. Ça aurait de la gueule d'un seul coup. Que le chef de l'État nous dise tel que ça fonctionne, la France jacobine, ça ne marche plus. Donc refaisons quelque chose qui permettrait, dans les campagnes, dans les provinces, on appelle ça les territoires, peut-être l'occasion de dire. Province, on n'ose plus dire ce mot-là en réalité. Territoire, mais vous savez, c'est l'éthologie, c'est la science des comportements animaux. Le territoire, vous avez un animal, il fait 3 petits pipis, et puis il dit c'est un espace, c'est chez moi, c'est un territoire. Donc il y a le territoire de la belette, et il y a le territoire du lapin, et il y a le territoire du savoyard, il y a le territoire du normand. Du breton. Je dis non, ce ne sont pas des territoires, pardonnez, il y a une spécificité des provinces qui ont été détruites par le président Hollande, qui faisait savoir à une époque qu'on pouvait bricoler des nouvelles régions un peu n'importe comment, qui n'avaient aucun sens historique, aucun sens géologique ou géomorphologique. Il y a pourtant une spécificité aux provinces. Et il y a une spécificité calédonienne, bien sûr, et corse, et bretonne, et antillaise. Et ça, ce serait l'occasion de vraiment faire de la politique. Mais pour le coup, il faudrait mettre la France d'abord, et l'Europe un peu derrière, ce qui n'est pas le cas de ces gens qui vont probablement se partager les sièges. Encore un mot, Michel Onfray, dans cette première partie de Face à Onfray, à propos de la situation des agents pénitentiaires qui ont payé un très lourd tribut. On en a parlé la semaine dernière, après une évasion sanglante. 2 d'entre eux ont été abattus. Un hommage national leur a été rendu cette semaine à Caen, en présence du Premier ministre Gabriel Attal. Il les a décorés à titre posthume de la Légion d'honneur. On va écouter juste les mots utilisés par le Premier ministre. La main de la justice qui ne tremble pas, et on va écouter ce qu'il a dit, et son émotion aussi, parce qu'il était ému. Je veux le dire, il n'y a pas de justice digne de ce nom si son autorité n'est pas respectée. Pas de justice s'il subsiste une once d'impunité. Pas de justice si les peines ne sont pas appliquées. Alors la justice, c'est aussi Fabrice Mouello et Arnaud Garcia. C'est Nicolas, c'est Damien, c'est Arnaud. Ce sont toutes les femmes et tous les hommes de l'administration pénitentiaire, dont l'engagement est exceptionnel, le dévouement remarquable, la mission essentielle. Voilà pour ce qu'a dit Gabriel Attal à Caen. Pas de justice sans autorité. C'est un vrai thème de philosophie, ça, Michel Onfray. Oui, c'est du pipeau, tout ça. C'est-à-dire que ce monsieur, on le voit quand il a 9 ans, je crois, dans l'école où il est, et il nous dit « Ah, mais mon père m'a dit, si tu veux réussir dans la vie, il faut faire du théâtre. » Et de fait, je pense qu'il a bien écouté. Vous lui disiez le fait qu'il ait pu être ému, tout simplement? Non, pas moi. Bah oui, non, mais je pense la même chose. Je pense qu'il l'était sincèrement. Non, mais moi, je vais vous dire pourquoi je pense que ce genre d'émotion, elle n'est peut-être pas feinte. Hein, on a le droit d'être ému quand on voit ce qu'on voit. On a 2 cercueils en face de soi et des familles. Mais quand on est vraiment ému, on agit. C'est-à-dire, on ne parle pas, on agit. On ne fait pas des phrases à la Malraux, on ne lit pas des discours qui ont été écrits par d'autres. Je crois simplement que quand on est vraiment ému, on dit il y aura ceci, il y aura cela, et le lendemain, peut-être même le jour même ou à l'instant même, il y a des actes. Simplement, c'est sans cesse tout ça.
Et à chaque fois qu'il y a un enfant éventré, à chaque fois qu'il y a une femme violée, à chaque fois qu'il y a des gens décapités, on a le droit à ce genre de discours. On a le droit à ce genre d'émotion. On a vu l'autre jour Dupond-Moretti, justement, je crois que c'était aussi à la prison de Caen, je sors de... Enfin, le discours bien fait, quoi, avec un grand silence, avec une façon de regarder, avec une espèce d'émotion feinte. Ne croyez pas que ces gens-là ne soient pas capables de faire du théâtre. De l'action. Oui, moi je ne crois des qu'à acteurs. l'action. Je ne crois qu'à l'action. Mais c'est comme ça dans la vie, vous savez. Entre les gens qui parlent et les gens qui font, moi je juge les gens sur ce qu'ils font, pas sur ce qu'ils disent. Et donc là, je me dis, ça fait 10 ans que ces gens-là sont au pouvoir, ou presque. Et qu'ont-ils fait? Rien. Ils continuent d'ailleurs. Ils continuent à... Vous avez vu récemment qu'il y a un certain nombre de prisonniers qui vont aller faire un petit tour à Versailles, là, qui vont faire quoi, 300 km en bus? Formidable comme annonce. C'est une excursion qui n'est pas encore confirmée, qui va avoir lieu fin juin. Jadis, ils avaient fait des courses de karting aussi dans les prisons. Et puis je rappelle cette chose que j'avais signalée à l'époque comme étant obscène, c'est-à-dire que le jour où Dupond-Moretti est élu, qu'est-ce qu'il fait? On fait des choses symboliques quand on est ministre, quand on est chef d'État, etc. On devrait en faire beaucoup plus d'ailleurs. Et même quand on fait des choses dont on estime qu'elles ne sont pas symboliques, elles sont pourtant symboliques. Il s'en va dans une prison. Il est presque applaudi. Oui. Où il rencontre aussi les agents pénitentiaires. Il rencontre parce qu'il ne peut pas les voir. Il ne peut pas ne pas les voir. Oui, mais il va aussi pour les rencontrer. Il va dans une prison quand même. Il aurait très bien pu voir les membres du service pénitentiaire, pas là où il les voit. Et là aussi, il y a du symbole. Donc c'est une façon de dire, d'un côté, on est d'accord avec vous, on est à vos côtés, surtout en présence des cercueils, et ça ne passera pas, on sera, etc. Et puis de l'autre côté, montrer des choses qui, elles, montrent que, effectivement, les détenus dans les prisons estiment que, Moretti est plutôt leur ministre que le ministre de ceux qui les gardent. Michel, on fréquente encore une fois les mots « pas de justice sans autorité ». Qu'est-ce que c'est l'autorité sur un plan philosophique? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une notion qui est palpable? Oui, bien sûr, c'est la crédibilité, l'autorité. D'abord, vous avez des autorités naturelles, puis après, vous avez des autorités de fonction. L'autorité naturelle, vous avez quelqu'un qui rentre dans une salle et d'un seul coup, alors je ne parle pas de je sais pas qui, Zinedine Zidane ou des gens ou Gérard Depardieu, mais des gens dont on sent qu'ils ont une autorité parce qu'ils en imposent, comme disait mon père, il en impose quand il parlait de quelqu'un. Parce qu'il y a quelque chose dans ce personnage-là. Il y a l'histoire, vous avez rencontré l'histoire de Fas, vous avez rencontré le courage de Fas, vous avez rencontré des choses importantes qui constituent un être. J'allais dire un homme, mais je sais que vous m'auriez dit les femmes aussi. Oui, les femmes aussi. Donc, vous connaissez bien maintenant. Oui. Et donc, ça, c'est effectivement une espèce d'autorité naturelle. Puis après, vous avez une autorité qui vous advient parce que vous avez été nommé chef de l'État. Vous avez été élu. Et quand vous êtes chef de l'État, vous n'êtes plus vous-même. Vous savez, Kantorowicz parlait des 2 corps du roi. Donc, il y a Emmanuel Macron en short qui fait. Mais au-delà de ça, il y a le chef de l'État qui est plus que lui-même. Et donc, à partir de ce moment-là, l'autorité, c'est de dire cet homme incarne la puissance de la souveraineté nationale. C'est le roi. C'est le monarque, c'est celui qui décide. On dit souvent, il a le bouton nucléaire. Encore que, il a envie de le partager, lui. Il voudrait que l'Allemagne ait un bouton semblable, etc. C'est-à-dire que, ou le porte-avions du général le porte-avions de Gaulle, c'est exactement la même chose. Donc il y a cette autorité qui fait que la fonction vous l'aura conférée. Simplement aujourd'hui, elle est conférée n'importe comment. Vous voyez bien comment les élections sont fabriquées, comment on ne respecte pas ce que disent les gens. Donc effectivement, l'autorité étant effondrée, on ne peut plus en appeler à l'autorité. Michel Onfray, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de notre émission. On évoquera ce qui se passe en Israël, contre Israël aussi, la Cour pénale internationale qui demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Et puis on parlera de choses un peu plus légères, les Jeux Olympiques. Quoique, c'est pas si léger que ça. Non. À tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va évoquer ce qui se passe par rapport à Israël. 3 États européens ont cette semaine décidé de reconnaître l'État de Palestine. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège, dans le but de promouvoir la solution à 2 États au Proche-Orient, alors que la guerre se poursuit dans la bande de Gaza. C'est une décision qui divise, bien sûr, au sein de l'Union européenne, qui est incapable de trouver une position commune depuis le 7 octobre, en dehors d'une demande de cessez-le-feu à Gaza. Évidemment, le groupe terroriste du Hamas s'est félicité de cette reconnaissance d'un État palestinien. La France n'a pas souhaité la reconnaître, cette étape-là. Néanmoins, ça fait énormément réagir, notamment Benjamin Netanyahou. On va écouter ce qu'il dit, parce qu'il dit qu'au fond, c'est une récompense pour le terrorisme. Est-ce qu'il a tort? Je ne crois pas. On l'écoute. L'intention de plusieurs pays européens de reconnaître un État palestinien est une récompense pour le terrorisme. 80% des Palestiniens soutiennent le terrible massacre du 7 octobre. Nous ne pouvons pas donner un État à ce mal. Ce sera un État terroriste. Il tentera de commettre encore et encore le massacre du 7 octobre. Et nous n'accepterons pas cela. Une récompense pour le terrorisme n'apportera pas la paix et ne nous empêchera pas de vaincre le Hamas. Voilà pour Benjamin Netanyahou. Comment vous voyez les choses, vous, Michel Onfray? Il a raison. On ne peut pas imaginer que
Le fait d'égorger 1200 personnes puisse permettre la création de l'État palestinien en disant on vous récompense. L'expression est fort juste. Peut-être faut-il envisager une solution, et bien sûr qu'il faut envisager une solution, sûrement pas les deux États, mais c'est pas le moment. Il y a juste un moment de deuil, par exemple, où on estime que, y compris de vengeance, c'est dans la nature humaine. Moi, je pense aussi qu'on a le droit à la vengeance. Vous savez, ma directrice de thèse voulait que je fasse une thèse sur Madame Simone Goyer-Fabre, je prononçais son nom pour lui rendre hommage, voulait que je fasse c'était une thèse de philosophie politique et juridique, elle voulait que je travaille sur le droit de la guerre. Et je lui dis, mais ça n'existe pas, le droit de la guerre. Cette façon d'imaginer qu'on pourrait faire ceci, mais pas cela, qu'il y aurait des conditions dans lesquelles... La guerre, c'est donc la suspension du droit. Donc c'est un oxymore, comme on dit, une opposition, deux termes qui s'opposent, le droit de la guerre. Voilà. Donc dès qu'il y a une guerre, le droit n'est plus respecté. Donc évidemment, de part et d'autre, quels que soient les belligérants, il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas belles, parce que c'est le propre de la guerre. Donc évidemment, quand on dit maintenant, on va porter plainte, on va attaquer, et aussi bien Israël que les terroristes qui ont décidé, qui ont déclenché le feu, il y a juste un moment donné, il faut dire, mais attendez, il y a toujours des otages. Qui demandent leur libération. Vous êtes la seule, je crois, à donner leur nom tous les jours. A priori. Et oui, et bravo pour ça, mais je veux dire qu'il y a une époque où Marcel Carton, Fontaine, etc., c'était tous les soirs le journal de 20h, et c'était très bien. Cette façon de faire comme si on n'avait pas d'otages, cette façon de faire comme si on n'avait pas eu de morts franco-israéliens. On a eu des morts, nous aussi, la France. On passe par pertes et profits en disant, bon, il y a eu des morts, c'est pas très grave, parce que maintenant, le vrai problème, c'est quand même la création d'un État palestinien. Je pense toujours en termes de jacobinisme et de girondisme. Les jacobins pensent qu'il faut un État, un drapeau, un hymne, etc., etc. Et puis, des frontières. Alors là, on est sûr, voilà. C'est vieux, ça. C'est une vieille chose. On peut repenser les choses autrement. Et je renvoie, on l'a déjà fait ensemble, vous et moi, au texte de Camus sur la question de l'Algérie et des problèmes algériens, quand il fallait penser la question, est-ce que l'Algérie doit rester française, est-ce que l'Algérie doit devenir algérienne? Et Camus, il dit ni l'un ni l'autre. Il faut qu'elle soit algérienne et française. Je pense que les deux États, Netanyahou a raison, si vous avez un État qui plus est, s'il est piloté par le Hamas et que le Hamas nous dit qu'il faut détruire Israël, vous ne pouvez pas créer un État dont le but est de vous détruire. C'est pas possible, c'est pas pensable. Si maintenant vous pensez en termes de fédéralisme, c'est le mot qui importe. Et je lisais des textes de Sartre l'autre jour sur la question israélienne. Il parle, à un moment donné, des solutions. Il dit, et pourquoi pas le fédéralisme? Hélas, il n'en dit pas plus. Mais, parce que d'abord, il aurait été obligé de dire du bien d'Albert Camus, et ça ne pouvait pas le faire. Mais cette idée de dire qu'on doit pouvoir envisager non pas une solution à deux États, mais une solution à deux peuples dans un même espace ou dans un même État, disons-le comme ça, je pèse mes mots. Mais il faut que la solution fédérale ou fédéraliste puisse être pensée dans un État nouveau. Là aussi, comme avec la Nouvelle-Calédonie, les grands chefs d'État inventent des formes politiques nouvelles. Un grand chef d'État dirait, pour la Nouvelle-Calédonie, on va repenser à la lumière de ça et de la lumière corse, ce qui est susceptible d'être fait pour que nous refondions une nation autrement. Là, on devrait pouvoir dire exactement la même chose en disant refondons quelque chose là-bas, au Proche et Moyen-Orient, qui est peut-être compliqué, comme dit le général de Gaulle, mais qui peut se trouver simplifié si on a effectivement cette idée en tête que les patrons d'Israël et de la Palestine ont beaucoup plus en commun que les peuples ensemble, palestiniens et les peuples israéliens. Je crois que les deux peuples ont envie de la paix. Et que pas forcément tous les chefs d'État, suivant que vous soyez de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, et que vous ayez des intérêts dans la vente des armes ou ce genre de choses. Moi, je crois toujours à la démocratie, je crois toujours aux élections. Et la possibilité de dire au peuple israélien, que souhaitez-vous? Voulez-vous garder Netanyahou? Voulez-vous quelqu'un d'autre? Et peuple palestinien, même chose. Voulez-vous toujours du Hamas, etc. Pourvu qu'on sache faire de telle sorte qu'il y ait une souveraineté palestinienne, une souveraineté israélienne, et que de ces deux souverainetés, on puisse trouver l'occasion d'une véritable négociation. Mais pour cela, il faut, Michel Onfray, que le temps de la guerre soit révolu. Et là, on est dans le temps de la guerre. Alors pour le coup, moi je suis contre le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est l'occasion de dire aux Palestiniens, réorganisez-vous, réarmez-vous. Au Hamas, pas aux Palestiniens. Au Hamas. Vous avez raison. Mais ce serait l'occasion de dire, bon, on se donne, je ne sais pas, 8 jours. Bon, c'est faisable, vous savez, 8 jours en disant cessez-le-feu total. Vous aurez des gens qui ne voudront pas respecter ce cessez-le-feu. Et puis, on pose les conditions d'une radicalité démocratique. On ne sait pas. Une radicalité démocratique. Oui. Ça, parce que je pense que vous avez raison de me reprendre sur cette question palestinienne. Les Palestiniens ne sont pas le Hamas. Et une élection permettrait de savoir où en sont les Palestiniens à l'endroit du Hamas. Sont-ils tous défenseurs du Hamas ou pas tous? Ou combien le sont? Mais comme on n'a pas envie de ça, plein de gens n'ont pas envie de ça. Alors évidemment, on peut toujours dire on va vous traîner devant un tribunal international. Est-ce qu'on a envie de la paix? Moi, j'ai envie de la paix là-bas pour tout ce qui se passe. Rien ne se passe correctement quand la guerre a lieu. Je persiste à croire qu'il y a des otages.
et que ça n'est pas rien, et que nous avons eu des morts français, et que ça n'est pas rien non plus, et que la France pourrait s'honorer en ayant le souci vraiment d'autre chose que le gloubi-boulga qui est proposé en permanence, quand ça vient de l'Élysée, ou de ceux qui soutiennent ce projet-là, en disant il y a quelque chose à faire pour que la France, on ne va pas faire du nationalisme, enfin pour que la France retrouve un peu un rôle qui soit autre chose que ce que nous sommes pour le restant de la planète. On va peut-être parler des Jeux Olympiques. On y va, juste après. Alors arrêtons-nous là, voilà. Non, mais voilà, en tout cas, c'était important de parler d'Israël. Oui. On est dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Les Jeux Olympiques, donc ça y est, pareil, on est à quelques encablures de ce grand rendez-vous qui perturbe déjà beaucoup la capitale. Il y en a une, en tout cas, qui a déclaré sa flamme au JO, c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est énervée en conseil municipal contre le bashing des Jeux, c'est-à-dire la critique systématique de cet événement planétaire que Paris va accueillir. Écoutez-la, vous allez me dire ce que vous en pensez ensuite. Ras-le-bol du bashing des Jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. De toute façon, on est là et on le fait. À celles et ceux qui n'ont pas encore compris ce qui est en train de se passer et l'événement populaire majeur que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques, ouvrez vos yeux et vos oreilles et laissez-vous surprendre. Voilà, pour Anne Hidalgo. J'avoue que je suis surprise par le langage et par l'expression. Voilà. Mais peut-être que c'est la fougue et la passion, je ne sais pas, Michel Onfray. Non, c'est un langage de poissonnière, mais j'ai peut-être choisi à dessein, je ne sais pas, ou elle est peut-être emportée, je ne sais pas ce qui s'est passé avant, elle est peut-être énervée parce que quelqu'un lui a fait une remarque juste et que ça l'énerve et qu'elle choisit ce registre-là. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que les Français ne sont pas contents de voir ces Jeux. Oui, moi je dirais, vous savez, cette phrase de Camus, un homme ça s'empêche, une femme aussi. Hein. Et il y a un moment donné où on peut peut-être avoir envie des ras-le-bol, des ras de la casquette, ou des peines à jouir, ou ce genre de choses, mais on se retient, quoi. D'abord, on est maire de Paris. Et c'est jamais très, très honorable de tomber si bas. Et puis après, on apporte des arguments. Il ne s'agit pas de jouir et d'avoir de la peine à jouir parce qu'on a juste envie de dire qu'il y a quand même quelques problèmes dans Paris. Moi, j'utilise le taxi pour aller à la gare, etc. C'est un bazar total. Et les chauffeurs de taxi m'expliquent les problèmes que ça représente actuellement. Donc, je ne suis pas contre les Jeux Olympiques. Je pense que peut-être... Vous n'êtes pas anti-Jeux Olympiques, Michel Onfray. Non, pas du tout. Alors que ça ne m'intéresse pas. Mais je pense que ça intéresse beaucoup de gens, qu'il faut les faire, que c'est très bien pour la France, mais que c'est justement une vitrine planétaire. Et qu'il faut aussi avoir un discours. Alors, on voit bien le discours. Est-ce qu'on a envie de montrer, justement, il faut absolument montrer une France métissée, une France transsexuelle, une France, etc., en disant il faut absolument qu'au passage de la flamme, il y ait celui-ci, puis celui-là. On coche à peu près toutes les cases, et alors le handicapé, etc. C'est-à-dire... Tant mieux. Non, les gens ne sont pas... tous soient représentés. Ouais, mais à ce moment-là, les gens ne sont pas représentés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils véritablement et réellement, mais pour ce qu'ils représentent d'un point de vue de la sociologie. On n'a pas le droit aux statistiques ethniques, mais il faut toujours absolument qu'il y ait ceci, cela, etc. Et puis ce serait bien qu'il y ait parfois aussi quelques vieux blancs qui sont là depuis 1000 ans. Et puis, vous parlez pour vous, oui, Michel ? pour moi, bien sûr, pour moi. Bien sûr, je ne m'exclus pas de ça. Moi, je veux bien porter la flamme olympique. Non, je plaisante. Mais il y a juste un moment donné où cette vitrine, c'est pareil, c'est une vitrine idéologique, mais ce n'est pas une vitrine française. Un chef de l'État, il doit avoir le souci de tout le monde. Je crois qu'il y a un moment donné où on doit pouvoir imaginer que oui, d'accord, toutes les minorités ont leur place, mais pas plus. On a un vrai problème aujourd'hui avec les minorités qui sont devenues des majorités, que ce soit les minorités en Nouvelle-Calédonie, les minorités sexuelles, les minorités religieuses, elles sont des majorités. Et les majorités sont considérées comme rien. Ça s'appelle la dictature, quand la minorité fait la loi, et quand la majorité n'a plus qu'à se taire. Et quand la majorité peut dire à un moment donné, écoutez, peut-être que nous aussi on existe, ce serait bien que se faire traiter de nazi, de fasciste, etc., c'est pas être peine à jouir. C'est juste dire que quand on a le sens de la nation, le sens de la République, ben voilà, les problèmes que... Là, ici, les chauffeurs de taxi me disent « Oh, si vous saviez, M. Onfray, etc. » Ils me racontent leur vie. Et je vous fais grâce, Michel Onfray, des grèves à répétition de toutes les corporations qui ont bloqué les transports en commun et qui vont demander des primes pour les JO. On a le droit d'être énervé. Par exemple, Benoît Duteur, très, très drôle, quand il écrit sur Paris, il a des pages magnifiques, des livres magnifiques, et il raconte bien ce qui se passe. On a le droit de ne pas être d'accord avec cette dame sans mériter ses insultes. Allez, on est dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Il y a un sujet très important que vous portez depuis longtemps. C'est le projet de loi sur la fin de vie qui arrive la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Michel Onfray. Il a été totalement dépouillé de ses garde-fous par la commission spéciale de l'Assemblée. Ils ont retiré du texte, les députés, un certain nombre de conditions qui étaient restrictives, qui étaient prévues dans le texte initial. Le critère de pronostic vital engagé à court terme a disparu. Un délit d'entrave au suicide assisté a été introduit, c'est-à-dire que vous pourrez être condamné si vous refusez, à la demande d'un de vos proches,
proche ou si vous êtes médecin, de faire le geste. Cela inquiète énormément les médecins. Ça inquiète aussi les députés. Je pense à Annie Genevard, députée LR, qui estime que le débat a pris un tournant très inquiétant. Le législateur a ouvert la boîte de Pandore au détriment de la protection du patient, de ses proches et des soignants. Je sais que vous êtes favorable, vous, à ce geste d'aide active à mourir. Mais là, on a l'impression qu'il n'y a plus aucun garde-fou et que c'est grave, Michel Onfray. C'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que ça ne peut jamais être clair, ça ne peut jamais être simple, ça ne peut jamais être rectiligne. Là, c'est pas lui, c'est la commission spéciale des députés. Oui, mais enfin, il y a probablement, je ne suis pas spécialiste de toutes ces choses-là, mais je pense qu'il y a la possibilité de réunir le Congrès et d'avoir une ligne extrêmement claire, avec un texte extrêmement clair, sans qu'on ait la possibilité pour chacun de dire, moi je vais avoir mis mon petit amendement qui va me permettre de dire c'est ça, mais c'est pas ceci, là il y aura ceci, mais pas cela, là il faut absolument qu'on fasse plaisir à la gauche, là il faut absolument qu'on fasse plaisir à la droite, etc. Et c'est de la tambouille de politique politicienne. C'est pas à la hauteur. Ça fait 30 ans qu'on parle de l'euthanasie. Ça fait 30 ans que la gauche prétend qu'elle va le faire, exactement comme le droit de vote aux immigrés, etc., etc. Et ça fait 30 ans qu'elle ne le fait pas. Moi, je voudrais poser la question, pourquoi ne l'avez pas vous fait plus tôt, d'une part, et pourquoi le faites-vous aussi mal aujourd'hui? Alors, je voudrais des vrais débats, moi. D'ailleurs, à CNews, on pourrait faire ce genre de vrais débats de fond. Pas des trucs du genre, alors, LFI a demandé ça, c'est bien, parce que comme ça, vous allez voir, j'ai vu qu'il y avait même des espèces de combats de coq, de gens qui disaient, avec cet amendement, je ne sais pas si c'est un amendement, avec cette proposition, vous n'allez plus pouvoir, etc. Et ça mérite mieux, un peu de décence, un peu de grandeur, un peu d'élégance. Il y a des gens qui sont en attente de la mort et méritent autrement et autre chose que ce genre de petits combats de politique politicienne, que ce soit clair, que ce soit net. Et aurions-nous eu un président de la République qui ait quelque autorité, que la chose aurait été plus simple, il serait intervenu, il aurait fait un vrai discours clair et il aurait dit « soyez derrière moi », comme le président, non c'était Mitterrand, avait aboli la peine de mort, avec Jacques Chirac qui était derrière lui et nombre d'autres députés, parce que sur des sujets comme cela, on devrait faire une unanimité. Je rappelle que c'est tout de suite que le problème existe, c'est pas avec un texte de loi. Oui. Le libéralisme... Il y avait chaque jour dans nos services hospitaliers... Le problème, il est dans le fait qu'il n'y ait pas de loi. N'importe qui fait n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est vraiment à la tête du client, etc. Et qu'il manque des services de soins palliatifs dans de nombreux départements en France. Oui, enfin, moi je suis pour les deux, c'est-à-dire je suis pour le choix. C'est-à-dire que cette vieille opposition, les soins palliatifs, c'est pour la droite parce qu'elle est catho, et puis l'euthanasie, c'est pour la gauche parce qu'elle veut la maîtrise sur son propre corps, etc. Non, on fait les deux, et puis on dit à chacun, on vous éduque, puis après vous avez le droit de changer, le fameux droit à la contradiction de Baudelaire, et vous pouvez avoir toute votre vie le droit d'en appeler à l'euthanasie. C'était le cas de ma compagne Marie-Claude. Et puis quand le moment arrive, passer à côté, ne pas le voir, et puis vous accrocher à la vie, et peut-être saisir les soins palliatifs comme une hypothèse, une solution. On a le droit de choisir. Vous savez, quand on pense une chose et qu'on est en pleine santé, on ne pense pas forcément la même chose quand on n'est pas en pleine forme et qu'éventuellement un médecin vient de vous dire il vous reste 3 semaines à vivre. Donc ouvrons des possibilités, n'imposons rien à personne, n'insultons pas les uns et les autres en disant vous avez tort d'être pour, vous avez tort d'être contre, mais rendons possible quelque chose qui permette pour le coup la dignité et de la sérénité dans les débats. Un tout petit mot, Jean-Marc Sauvé, qui est l'ancien vice-président du Conseil d'État, estime que ce serait le stade ultime du libéralisme. Il redoute que le suicide assisté et l'euthanasie n'entraîne plus de décès par défaut d'accompagnement que de décès authentiquement souhaités. Eh bien, je pense exactement l'inverse. Je pense que c'est l'état dans lequel nous nous trouvons qui permet à chacun de faire n'importe quoi, n'importe quand, qui signifie vraiment le libéralisme. C'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Vous avez des médecins qui font pas, qui se cachent, qui ne se cachent pas, ou vous avez 3 ou 4 personnes dont on sait qu'ils pratiquent l'euthanasie, mais il vaut mieux les connaître si vous avez envie, si vous ne les connaissez pas, etc. C'est ça pour l'instant la réalité. Moi, je souhaite que le législateur puisse produire un texte digne de ce nom, pas un texte macronien, et que ce texte soit vraiment bien écrit, que revienne le sénateur Cavaillé, qui faisait très bien ces choses-là, sur la pilule, sur l'avortement. Non, c'était Neuwirth, la pilule. Neuwirth. Mais sur l'avortement, etc. Enfin, tous ces vieux francs-maçons qui faisaient des choses magnifiques en disant faisons des textes qui soient républicains, qui soient faits pour tous les Français, pas seulement une catégorie en disant il faut faire plaisir à la droite, il faut faire plaisir à la gauche. Ce sujet-là mérite mieux que des empoignes politiciennes. Michel Onfray, on va parler quand même, et c'est normal, de votre livre qui vient de sortir chez Albin Michel en librairie, La foudre gouverne le monde. C'est le 8e tome de votre journal Hédonis, encore et toujours la chronique d'un esprit libre. Vous évoquez beaucoup ces questions de vie ou de mort dans ce livre. Hein. Vous évoquez la civilisation judéo-chrétienne, dont vous dites qu'elle a des défauts, mais que vous les préférez à ceux d'autres civilisations. Oui, c'est un peu ça avec sa femme, avec son mari, avec ses parents, avec son frère, avec sa sœur, ou nos proches. Personne n'est parfait.
Et il y a des choses qu'on peut reprocher. Moi, le premier, j'ai beaucoup reproché au christianisme sa pensée du corps, sa pensée de la chair, sa pensée de la culpabilité, toute sa théorie de l'érotisme qui n'en est pas un, l'imitation de Jésus qui est un cadavre, l'imitation de Marie qui est une vierge et qui est mère en même temps, tout ça qui interdit un peu l'érotisme. J'ai beaucoup dit de ça. Il n'empêche que Et aujourd'hui ? Je le dis toujours, mais je pense que c'est pas prioritaire, que le christianisme a perdu toute sa puissance de répression sur la question des corps, et qu'on n'y est plus. J'ai rappelé il y a quelque temps qu'en 68, un jeune homme qui a une histoire amoureuse avec son enseignante s'en va en prison, la jeune femme, et puis se suicide. Là, aujourd'hui, le président de la République a eu la même histoire, et personne ne trouve ça normal, et c'est très bien qu'on ne trouve pas ça normal. Qu'on trouve ça normal. Qu'on trouve ça normal, oui, bien sûr, oui, qu'on trouve ça normal. Et donc, on était parti sur quoi ? Oui, c'est ça, sur cette idée qu'effectivement, aujourd'hui, la priorité n'est plus là. C'est-à-dire que notre civilisation est en péril. Elle est attaquée en tant que telle. C'est-à-dire, je ne pensais pas qu'un jour, je défendrais l'Occident, qui était, quand j'étais à la fac, une espèce de mot réservé à l'extrême droite. Simplement, aujourd'hui, l'Occident, c'est une façon d'être, une façon de faire, votre façon de vous habiller, de vous comporter, etc. Notre façon de manger, moi aussi de m'habiller, entendons bien, de manger, de nous comporter, le rapport à l'image, le rapport aux femmes, le rapport à la liberté, etc., etc. Et je me dis, si nous nous comparons à d'autres civilisations, et aujourd'hui nous avons le choix entre plusieurs civilisations, mais il y en a au moins deux qui se proposent, et notamment une civilisation arabo-musulmane, dirons-nous, et qu'on met en face une civilisation judéo-chrétienne, voilà pourquoi la défense du peuple juif aujourd'hui est importante, ne sont pas les mêmes civilisations. Et là, je me dis, mettons de côté cette histoire du statut des corps dans le christianisme, c'est devenu secondaire. C'est vraiment devenu secondaire. Le christianisme n'a plus ce pouvoir qu'il avait jadis sur le corps des femmes, sur le corps des hommes aussi, mais enfin surtout sur le corps des femmes, et défendons autre chose. C'est un rapport à l'image, un rapport à la lecture. Je pense que la civilisation iconophile, c'est-à-dire qui aime les images, qui est la nôtre, a rendu possible l'image, le cinéma, le théâtre, la peinture, etc. La civilisation iconoclaste de l'islam ne l'a pas rendu possible. La civilisation de l'interprétation de la Bible, par exemple, a donné tout le génie de l'allégorie, de la métaphore, donc la possibilité du roman et de la littérature en France, mais aussi en Europe. C'est pas exactement le cas avec la civilisation islamique, qui a d'autres vertus. Mais il y a un moment donné où on peut, comme avec les personnes, préférer quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et je pense que l'heure est venue, effectivement, de défendre une civilisation dans laquelle, finalement, on est quand même plutôt pas mal. En tout cas, la foudre gouverne le monde. C'est qui la foudre aujourd'hui ? Alors d'abord, c'est une jolie phrase de Héraclite, un philosophe présocratique, qui lui disait « le feu est partout ». La foudre aujourd'hui, c'est le feu qui embrasse tout et tout le monde et chaque chose. Bon, très bien. En tout cas, je vous recommande, chers amis auditeurs et téléspectateurs, la lecture de ce livre de Michel Onfray, La foudre gouverne le monde, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Michel. C'est moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Onfray.